Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera une brève introduction à Azure Stack HCI. Alors Azure Stack HCI, comme son nom l'indique, est une infrastructure, une solution d'infrastructure hyper convergée, Hyper Converged Infrastructure, HCI. Et donc on va parler ici en fait de clusters de virtualisation. Et donc quand on va parler de clusters de virtualisation, on va avoir en fait avec Azure Stack HCI différentes options en termes de clusters. Soit on aura des clusters entre guillemets simples, c'est-à-dire allant de 2 nœuds jusqu'à 16 nœuds qui seront localisés au même endroit. Soit on aura des clusters dits étendus, stretch, qui eux seront du coup géographiquement répartis sur 2 sites séparés. Alors 2 sites séparés, ça peut vouloir dire quoi? De pays, de villes, de bâtiments, 2 étages dans un même bâtiment, pour peu qu'on ait un routage de niveau 3 entre les sites. Donc bien entendu, on va éviter les sites trop éloignés pour des raisons relativement simples de synchronisation et donc de latence. Mais globalement, l'idée, c'est effectivement de répartir son cluster en 2 endroits physiquement séparés. Et donc, on parlera donc d'ici de cluster étendu. Donc c'est possible, c'est une option possible avec Azure Stack HCI. Donc Azure Stack HCI, en fait, va utiliser du stockage derrière de différentes formes. Et puis quand on sera sur un cluster étendu, eh bien, on utilisera la technologie Storage Replica. Alors, quand vous voyez la notion de cluster de virtualisation, de storage replica, de storage pool, vous pensez à Windows Server dans ses déclinaisons les plus récentes, on va dire de 2016 à plus. On est aujourd'hui à la version 2022 de Windows Server. Et effectivement, Azure Stack HCI donc, est un OS qui est entièrement proposé et supporté par l'équipe d'Azure, mais qui est sur une base en fait de Windows Server, on va dire tuné, optimisé par l'équipe et prise en support du coup par l'équipe Azure. Donc ça veut dire qu'on va avoir un cluster de serveurs Hyper-V qui vont en fait utiliser le stockage local de l'ensemble des nœuds pour les agréger sous la forme d'un Storage Space Direct, qui est une technologie donc on va dire de vSAN, mais dans la solution Windows. Et donc c'est ce qu'on va utiliser dans Azure Stack HCI avec la capacité d'utiliser également du SDN derrière. Donc quels sont les prérequis en fait pour faire de l'Azure Stack HCI? Eh bien, premier prérequis, c'est d'avoir un Active Directory, au sens Windows Server, donc tel qu'on l'a dans les data centers. C'est tout à fait classique. On va ici créer un cluster avec Azure Stack HCI, mais comme je l'ai dit, qui est juste une déclinaison de Windows Server. Et donc, si vous avez déjà fait un cluster avec Windows Server, vous savez qu'on a besoin effectivement d'un domaine Active Directory. Donc ça fait partie donc des prérequis, avoir un domaine Active Directory. Et ensuite, un cluster pourra avoir de 2 à plus de serveurs. En l'occurrence, si on est sur un cluster étendu, on sera entre 4 et 16, 2 nœuds de chaque côté, ou 8 nœuds jusqu'à 8 nœuds de chaque côté. 16 clusters, 16 serveurs maximum par cluster Azure Stack HCI. Et quand on regarde les specs de ces clusters, eh bien, ça ne va étonner finalement assez personne, enfin personne qui fait en tout cas du Windows Server dans le monde de la virtualisation. On est sur des CPU de type 64 bits, comme depuis des années. Ils doivent être compatibles avec le SLAT. Là encore, ça c'est les prérequis qui existent sur Hyper-V depuis qu'Hyper-V existe, c'est-à-dire Windows Server 2008. Et puis du côté des processeurs 64 bits, donc du coup ça peut être soit des processeurs sur base Intel ou sur base AMD, aucun souci là-dessus. Le minimum est en fréquence également, d'ailleurs c'est GHz, hein, c'est pas Hertz ici. On va le mettre tout de suite d'ailleurs. Voilà. Ça n'a rien d'extraordinaire vu les machines qu'on a aujourd'hui. Donc on doit également avoir l'accès à la virtualisation sur le matériel, rien d'extraordinaire, on est sur de l'Hyper-V, donc ça s'appelle Intel VT ou MDV en fonction des plateformes respectives. En termes de RAM, donc les serveurs qui vont composer les nœuds de ce cluster devront avoir au minimum 32 Go de RAM par node. Donc, et puis à ces 32 Go, il faudra faire un petit calcul pour ajouter effectivement de la mémoire additionnelle en fonction de la volumétrie en terabytes de cache qu'on pourra avoir sur la partie disque pour augmenter les performances. 24 Tera maximum par nœud.
Et pour le stockage, derrière, on va avoir du stockage de type stockage attaché direct, parce qu'effectivement, on va faire du software defined storage avec les disques locaux attachés. Et donc, sur chacun des nœuds du cluster, ce sera soit des disques en SAS, soit des disques NVMe, soit simplement du SATA. Retenez simplement que ce qui n'est pas supporté, c'est d'utiliser des contrôleurs RAID matériels ou d'avoir du stockage qui est sur du SAN connecté en fibre channel, en iSCSI ou fibre channel over Ethernet. Et puis pareil, les enclosures partagés de type SAS ne sont pas supportés dans cette solution-là exactement. Pour la partie réseau, en termes d'interface, il va falloir qu'il y aura des interfaces réseau qui seront utilisées pour la partie cluster management, donc là pas de contraintes particulières là-dessus, techniques entre guillemets. Il y aura les interfaces dites de compute, c'est-à-dire celles par lesquelles vont arriver les utilisateurs sur les applicatifs et les VM qui vont tourner sur ce cluster. Et puis généralement on encourage d'avoir un réseau dédié pour la partie storage network, donc le Storage Space Direct, où là effectivement on va encourager d'avoir, pour des raisons de performance, un très bon réseau, donc plutôt des cartes RDMA. Et ce qui est supporté dans les cartes RDMA, c'est l'iWarp et le ROCE, et on ne supporte pas l'infiniband là-dessus. Voilà. Donc là, les specs sont relativement classiques pour faire globalement un cluster avec du Storage Space Direct sur une base d'Hyper-V. Maintenant qu'on a vu les specs et les types de clusters qu'on peut avoir, on pourrait se poser la question, quel matériel va être compatible, ou est-ce qu'il y a des configs qui sont validés, certifiés? Alors effectivement, on a des partenariats hardware, effectivement, avec les constructeurs, on va dire historiques, avec lesquels Microsoft travaille, c'est-à-dire à peu près tous. Et donc il va exister chez ces partenaires constructeurs deux types de matériel. Les systèmes dits intégrés et les systèmes dits validés. Alors, on peut tout à fait réexploiter son propre matériel, mais en termes de support et de compatibilité, il faut s'en assurer au préalable avant. Et globalement, si on part sur une nouvelle solution, généralement, on va acquérir également du nouveau matériel. C'est pour ça, effectivement, que vers ces partenaires, vous aurez le choix entre les deux types de nœuds, soit en système intégré, soit en nœud validé. Alors, un système intégré, c'est quoi la différence entre les deux déjà? Un système intégré va inclure la préinstallation en fait de l'OS, donc c'est-à-dire de l'Azure Stack HCI Operating System. Et puis il y a également un support collaboratif qui a été fait avec Microsoft, et également des tests qui ont été réalisés avec Microsoft et le constructeur sur justement cet équipement. Donc on est très certain qu'un système intégré, il a été testé conjointement avec Microsoft, et donc c'est-à-dire qu'il y a eu il y a eu une validation de l'équipe produit par rapport à ces systèmes. Et puis dans les systèmes intégrés également, on voit l'intégration également des outils constructeurs au sein de la console d'administration, la Windows Administration Console, ou le Windows Administration Center pour être plus précis, et donc des outils constructeurs directement dans cet outil. Donc par exemple, mais c'est qu'un exemple, Dell Open Manage a en fait une intégration directement dans l'Admin Center, et donc pour gérer les composants spécifiques à Dell, et bien directement effectivement on va les retrouver dans la console au même titre que le reste de l'administration Windows. Et donc ça fait une intégration qui est, on va dire, un peu plus propre, effectivement, quand on a l'outillage directement qui est intégré à l'intérieur. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux dans un système intégré. Et puis il nous reste les nœuds validés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la matrice finalement de compatibilité, elle correspond à peu près à la matrice de compatibilité des clusters Windows. Donc du coup, le nombre de la combinatoire et le nombre d'équipements compatibles est assez large. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir également des nœuds validés qui eux effectivement ont des configurations hardware qui ont été vérifiées, qui sont compatibles du coup avec l'OS qui est Azure Stack, Azure Stack HCIOS, un dérivé de Windows comme je l'ai dit. Et là pour le coup sur les nœuds validés, on ne va pas avoir la préinstallation de l'OS, c'est une des grosses différences, et donc ce sera à vous d'aller télécharger l'ISO et de faire entre guillemets le process d'installation qui n'a rien de très compliqué vu qu'il ressemble très très fortement à Windows Server. Et donc l'OS en fait est téléchargeable librement. Il vous suffit simplement de vous connecter à votre compte, et puis directement vous pouvez télécharger l'ISO. Alors on reparlera dans la partie pricing, mais en fait
l'activation de tout ça va se faire après sous la mode d'un paiement à l'usage et on va relier, l'Azure Stack HCI, de par son nom, sera relié, à Azure et donc en termes de facturation, sera entre guillemets «une location» et non pas un achat de licence. Donc ce qui explique qu'effectivement on peut télécharger l'ISO et l'installer sans aucun souci. Il reste les systèmes do it yourself, effectivement, que je n'ai pas mis ici, qui seraient effectivement, les systèmes, que vous avez déjà et que vous voulez réutiliser peut-être pour tester, mais pas forcément pour de la production. Dans tous les cas, quand vous allez devoir faire le choix, sachez qu'il existe un site web, spécifique là-dessus, qui est donc, le HCI catalogue, sur lequel en fait on va avoir, 2 choses. La première, c'est, le catalogue en tant que tel. Donc le catalogue permet en fait, donc il est écrit qu'on recommande fortement de prendre les systèmes intégrés pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, hein. Ils sont déjà préinstallés, il y a eu plus de tests qualitatifs, dessus, néanmoins les autres sont bons également. Mais vous pouvez en fait dès l'interface ici, choisir un système ou l'autre et puis après si vous avez des préférences liées à des constructeurs, là encore vous pouvez sélectionner certains constructeurs par rapport à d'autres. Donc l'intérêt, c'est qu'après effectivement, bah, on va vous donner constructeur par constructeur, toutes les gammes de produits qui sont compatibles. Vous voyez que la liste est très, très longue quand on ne fait pas de filtre. Alors, si je faisais un exemple, par exemple, avec Lenovo et Dell, eh bien, ici, on voit que j'ai 19 plateformes, qui sont disponibles, pour 73 solutions. C'est-à-dire que dans certains modèles, ici, on aura différentes déclinaisons en termes de puissance et donc ça explique effectivement que, on a, un nombre plus élevé de solutions que de plateformes et puis après, bah, si je veux refiltrer en disant, par exemple, je veux les systèmes intégrés, eh bien, là encore, ça va filtrer encore. Là, on n'en a plus que 39 ici et donc ensuite pour chacune des plateformes, eh bien, on va vous expliquer que, bah, cette plateforme est disponible entre 2 et 16 nodes, et ensuite derrière, on a entre guillemets, l'optimisation où cette plateforme est bien conçue pour faire du Kubernetes, faire du SQL Server, du VDI, du Branch Office et cetera, qui sont les grands scénarios finalement d'usage, d'un hyperviseur, aujourd'hui. À partir de là, effectivement, là j'ai 6 déclinaisons de cette solution de cette plateforme-là et donc effectivement après, bah, j'ai tout le détail derrière. On dit que c'est un système intégré, qu'il y a une extension effectivement, qui est disponible ici, pour le Windows Admin Center, donc ce qui devrait voilà. Donc là ici c'est le cas de l'Open Manage. Alors si on revient, on pourrait regarder peut-être est-ce que j'avais la chose sur le Lenovo. On peut aller voir, ici et là par exemple Lenovo également ici il y a une extension qui est disponible. Et donc il vient se mettre dessus. Là, la grosse différence effectivement, comme je vous l'ai dit, entre les systèmes validés et les systèmes intégrés. Là, vous avez, tout le détail, derrière et les scénarios d'optimisation pour quel scénario dans l'entreprise on peut utiliser. Donc, ce site-là est très, très bien pour découvrir du coup et vérifier effectivement qu'auprès de vos constructeurs, les références qui vous intéressent. Et puis, récemment, c'est-à-dire, fin décembre, début janvier, on a mis dans ce site web également un sizer qui vous permet en fait de créer un projet, de dire: «Ben, j'ai besoin de tel et tel, enfin j'ai tel et tel besoin, quel matériel correspondrait le mieux?» Donc là, vous créez un projet, voilà, on met une description et ensuite, on va remplir simplement un petit formulaire, un assistant qui dira: «Est-ce que je veux un système intégré ou un système validé?» Alors mettons un système intégré. «Est-ce que j'ai une famille préférée, de CPU?» Je sais pas, on va dire Intel. Est-ce que j'ai des constructeurs préférés? Donc je suis pas obligé, hein, mais vous pouvez dire: «Bah, je travaille régulièrement avec Dell ou avec Lenovo ou avec un autre». Donc là, on va pas en mettre. Ensuite, le niveau de résilience que vous souhaitez avoir. Donc ça, typiquement, c'est en gros, quand vous perdez un nœud ou qu'il y a un nœud en maintenance, est-ce que, le système continue bien de tourner? Donc là, vous pouvez être en N+1 ou N+2. Le niveau de résilience et de redondance pour le stockage, donc tolérance, à la panne, donc la tolérance de panne de disque. Le type de stockage, donc là si vous voulez effectivement avoir, que du flash ou du NVMe ou une combinaison. Là encore, hein, vous pouvez choisir après, en termes de cache, combien vous voulez mettre de cache, ce qui du coup aura un impact, comme je l'ai dit, sur la mémoire. Et puis si vous allez utiliser ou pas du SDN, généralement, voilà. À partir de là, une fois que vous avez fait, vos choix, donc là on va prendre une option ici par exemple, on va prendre du Dell, ouais, ou du Lenovo, c'est pas vraiment d'importance en fait, ici, hein. Et bien ensuite on va faire suivant, et ensuite vous allez rajouter vos workloads. Donc dire, bah, par exemple ici, alors je sais que j'ai un workload, ça va être, mes applis métiers. Je dis n'importe quoi, c'est un workload, avec du SQL derrière, donc on va dire BD, voilà.
Là, je vais au moins avoir où j'ai 3 VM avec du SQL Server et par VM, j'aurai minimum, effectivement 32 Go de mémoire, et cetera. Donc on ajoute tout ça. Vous faites votre petite liste de workload et ensuite, eh bien, il va vous calculer par rapport en fait aux critères que vous avez demandé, le constructeur, et cetera, quels sont en fait du coup, ben, les matériels qui peuvent être intéressants. Donc là, typiquement ici, par rapport à ce que moi j'ai demandé, on me dit, bah, pour un système intégré qui serait, chez Dell, par rapport à la capacité que tu as besoin et les workloads que tu as besoin, eh bien, ce serait ici un AX 640 et puis ensuite on a les configurations qui sont données, derrière avec le mixte ici et vous avez, tous les ratios avec effectivement, ce qui serait utilisé par rapport à votre besoin actuel et puis, ce que vous avez en RAB, derrière, par rapport à l'évolution, future, derrière, pareil sur la résilience et cetera. Et bah, c'est à peu près tout et du coup, ça vous permet d'aller voir dans le catalogue, effectivement, à quoi ça correspond et puis d'aller effectivement sur le site derrière du constructeur et de voir tout le détail derrière, des solutions Azure Stack HCI, liées par exemple ici à Dell, hein, dans mon exemple qui est quelque chose que j'ai pris. Donc ça, c'était, pour les partenaires. Ensuite, ben, dans les partenaires, on doit parler également des partenaires, intégrateurs. Il existe chez Microsoft donc des partenaires de type service et donc il existe des partenaires qui ont des spécialisations liées à Azure Stack HCI. Donc il y a une advanced spécialisation qui existe pour Azure Stack HCI. Et puis il y a également un programme de partenaires sur lequel les partenaires peuvent joindre effectivement les équipes de Microsoft liées à ce sujet-là. Du coup, en général, pour être partenaire, il faut des gens certifiés, il faut avoir fait un cursus de formation. Il y a un cursus de formation qui est disponible sur Microsoft Learn, qui vous donnera les fondations sur Azure Stack HCI, c'est-à-dire ce que c'est, les technologies utilisées dans Azure Stack HCI, comment planifier un déploiement et les déployer, et puis comment intégrer Azure Stack HCI avec notre solution hybride qui s'appelle Azure Arc. Et puis un deuxième cours en fait qui est lui plutôt lié au management des clusters Azure Stack HCI, leur intégration et puis la gestion dessus des workloads, soit en termes de VM, soit en termes de Kubernetes. Cet Azure Stack HCI, donc pour le manager, le premier outil de management sur lequel qu'on va utiliser, ce sera le Windows Admin Center, parce que c'est à partir du Windows Admin Center que vous allez provisionner votre cluster. Et donc ce Windows Admin Center, derrière, va vous permettre également de faire des opérations sur le matériel, par exemple de faire des montées de version des firmware, etc., grâce justement aux fameuses extensions dont j'ai parlé tout à l'heure. L'Azure Stack HCI va également apparaître dans le portail d'Azure sous la forme en fait, sous la forme d'un objet. Et donc ces objets en fait derrière du coup seront dans un resource group, auront des ID, on pourra utiliser les API REST dessus et du coup on va pouvoir avoir une vue globale de ces clusters Azure Stack HCI directement depuis le portail d'Azure. L'idée après c'est de pousser le modèle jusqu'à installer les agents Log Analytics pour justement avoir en fait un monitoring de l'ensemble depuis Azure. Alors, on pourra piloter le tout par PowerShell également et par la CLI, parce que c'est des API, mais l'intérêt après, rapidement, de pouvoir, sur le monitoring, du coup, attacher en fait les Azure Stack HCI à la partie log, et du coup, de profiter de ce qu'on appelle des insights, qui vont permettre en fait d'administrer, en gros, de visualiser plutôt l'état des clusters en termes de performance, sur les différents sous-systèmes et d'avoir une vue également assez globale. On peut avoir jusqu'à 400 clusters Azure Stack HCI vus depuis le portail d'Azure dans une même interface et de remonter tout de suite les clusters qui peuvent avoir des problèmes ou les clusters qui sont sous-dimensionnés par rapport à un besoin derrière. On va pouvoir faire granulairement descendre jusqu'à voir quels sont les VM derrière qui sont déployés dessus, combien ils consomment, etc., etc. Du coup, en termes de mise à jour, il est important de retenir également que quand on va faire des mises à jour sur le cluster, on va utiliser les mécaniques intrinsèques de Windows Server là-dessus prévues pour, mais c'est automatisé pour vous, qui sont les cluster aware updating. Donc si vous faites des montées de version d'Azure Stack HCI, elles seront faites de manière cadencée, orchestrée, pour faire en sorte que les workloads que vous êtes en train d'utiliser ne vont pas être non disponibles le temps de l'opération de la mise à jour.
On va voir tout à l'heure, mais juste après, globalement, il y a des montées de version fonctionnelles qui vont avoir lieu tous les ans. Et donc, on aura la capacité également de tester les previews, comment on teste les services en preview dans Azure. Et donc, on pourra installer des previews de channel via, là encore, l'Admin Center pour l'activer. Alors, il est important de retenir que le support d'Azure Stack HCI se fait donc, comme son nom l'indique, par les équipes d'Azure, et donc toute ouverture de ticket va passer par le portail d'Azure ou éventuellement par votre support premier, sachant que vous pouvez également combiner le tout avec un support partenaire, c'est-à-dire fabricant, parce qu'il y a également du hardware, hein, mais la partie purement soft, entre guillemets, sera fait de notre côté. Il existe un GitHub également qui est lié à Azure Stack HCI, qui va contenir pas mal de choses. Alors là, ici, il est sur la partie Kubernetes, mais globalement, on essaie de mettre des choses derrière, enfin le plus de choses entre guillemets qui puissent vous aider publiquement. Les mises à jour d'Azure Stack HCI vont se faire sur une base régulière, qui est effectivement d'une mise à jour tous les ans avec des nouveautés fonctionnelles. Du coup, il y a dans la documentation de Microsoft tout le cycle de release, donc en fait les versions commencent avec l'année et derrière un numéro, un peu comme du Windows 10 ou du Windows 11, et vous avez après derrière l'historique ici dans le site web de l'ensemble des versions, parce qu'effectivement on fait quand même on fait des correctifs dans l'année, et donc il y a les articles KB qui sont associés derrière avec les dates de quand ont lieu les montées de version d'OS, les corrections de bugs, etc., etc. Donc tout ça est parfaitement bien documenté, et vous avez des release notes qui sont associées derrière avec l'explication du life cycle, effectivement. Donc on sait ce qui est en termes de support aujourd'hui à un instant T et les prérequis. Voilà. Point hyper important, et pour moi, je pense que c'est une chose à retenir, c'est le fait qu'on soit sur de l'Azure Stack HCI, géré par les équipes Azure, va amener des choses assez intéressantes spécifiques à Azure, et donc du coup qui vont faire la différence entre un cluster hyper convergé qui serait monté sur une base Windows Server et que vous auriez installé vous-même avec des licences achetées de Windows Server, versus ici un service qu'on va payer au mois. C'est la partie Azure Benefit. On considère que ce qui tourne sur un Azure Stack HCI tourne dans Azure. Ça veut dire que du coup, et ça c'est très récent en fait, ça a été annoncé, si je dis pas de bêtises, en mi-décembre 2021, c'est qu'effectivement on va amener ce qu'on appelle les benefits sur Azure Stack HCI. Alors quels sont ces benefits? Le premier, c'est qu'on va pouvoir faire tourner des éditions Windows Server dites Azure Edition. En fait, dans Azure, on a des versions un peu spéciales de Windows Server qui vont avoir des fonctionnalités supplémentaires que n'a pas un Windows Server que vous pourriez installer avec un ISO derrière. Et donc, parmi les nouveautés et les différences qu'il va y avoir entre un Windows Server 2022 et un Windows Server 2022 Azure Edition, notamment, on va avoir la notion de hot patching. On est capable de patcher sans avoir à rebooter la machine, ce qui peut être intéressant dans des scénarios effectivement un peu de haute disponibilité. On a également le Extended Network et puis on a le SMB Overkick qui permet en gros de connecter des partages SMB en Samba, enfin avec le partage de fichiers classique de Windows, mais dans une enveloppe HTTPS. Voilà. Le plus important pour moi, c'est probablement la deuxième ligne ici qui va vous intéresser si vous avez des systèmes qui sont, ou si vos clients ont des systèmes qui sont un peu vieux, c'est de bénéficier du coup, au même titre que les VM qui sont instanciés dans les data centers Microsoft dans Azure, des Extended Security Updates, ce qu'on appelle les ESU, de manière gratuite. Donc les ESU vont en fait permettre d'avoir accès aux mises à jour de sécurité sur des systèmes qui sont vieux et normalement plus vraiment supportés. Donc c'est une option qui existe, le SU, qui est payante, qui coûte cher quand on veut maintenir des vieux systèmes dans son data center. Du coup, la réponse de Microsoft était de dire amenez vos VM, enfin vos systèmes dans Azure, et du coup on vous donnera de manière gratuite ces mises à jour de sécurité sur ces vieux systèmes. Désormais, si les VM tournent sur l'Azure Stack HCI, elles vont bénéficier au même titre que les VM dans Azure de ces Free Extended Security. Donc ça veut dire que si vous avez des systèmes un peu vieux de type Windows Server 2008 jusqu'à 2012 R2 et SQL 2008 jusqu'à 2012 R2 en SQL, eh bien vous allez bénéficier de ces mises à jour à partir du moment où l'environnement tourne sur l'Azure Stack HCI, ce qui du coup est à mon avis particulièrement intéressant quand on a des systèmes qui sont un petit peu difficiles à migrer.
ou qu'on n'a pas les ressources pour le faire actuellement. On va avoir également les agents de configuration Azure Policy qui seront gratuits sur de l'Azure Stack HCI, c'est-à-dire pour paramétrer le système, vérifier la présence d'applications et reparamétrer certains éléments. Donc normalement, c'est des choses qui sont payantes, notamment dans Arc. On les fait payer à hauteur de près de 5 euros, 6 dollars par mois et par VM. Là, quand ça va tourner sur de l'Azure Stack HCI, ce sera gratuit. Comment on active ces fameux bénéfices qui sont donc relativement récents, vu que c'est arrivé au mois de décembre 2017? Eh bien, on les active simplement avec une commande PowerShell pour faire une attestation. Et donc, tout est documenté ici. Vous avez simplement à activer la commande et ensuite tout va se faire derrière naturellement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire sur de l'Azure Stack HCI? Eh bien, on va pouvoir déployer des workloads particuliers et on essaie de simplifier le ticket d'entrée. Alors, il y a deux workloads dont je vais parler. On va commencer par le premier, qui est le Azure Kubernetes Service sur Azure Stack HCI. Donc, mettons que vous ayez besoin vous avez des besoins de clusters Kubernetes à installer à demeure ou chez votre hébergeur. Eh bien, on va faciliter, entre guillemets, l'installation et les montées de version de clusters Kubernetes sur de l'Azure Stack HCI. Alors, comment on va faire tout ça? Eh bien, en fait, on va avoir une méthode d'installation qui va passer par le Windows Admin Center avec un assistant derrière automatisé, et les équipes d'AKS, d'Azure Kubernetes Service, ont mis à disposition du coup un process complet d'installation et de maintien en conditions opérationnelles, et vont également fournir des images. Donc en gros, ça va se passer qu'on va faire un premier assistant qui va installer un cluster de management. Donc ce sera un premier cluster Kubernetes qui sera installé automatiquement sur Azure Stack HCI. Et ce cluster va permettre après de déployer des clusters de workloads, c'est-à-dire les clusters sur lesquels vous aurez en fait vos applicatifs qui doivent tourner sur Kubernetes. Et ces clusters seront composés de nœuds avec soit des OS Linux, soit des OS Windows, en fonction de vos types de containers. Le Linux, ce sera un CBL Mariner, donc c'est la distribution spécifique à Microsoft. C'est une distribution normalement interne pour les infrastructures de Microsoft, et donc du coup, les équipes AKS ont packagé effectivement ces Linux, qui est un Linux simplifié et très optimisé sécurité, et donc c'est celui qui va servir de base en fait à vos clusters Kubernetes. Le management de tout ça va bien entendu après donc se faire par le Admin Center pour faire le déploiement de ces clusters de management et de ces nouveaux clusters. Là, vous allez passer par des assistants très très similaires à ce qu'on connaît aujourd'hui dans AKS, dans Azure. Et après, le management de ces clusters, soit on va utiliser du Arc pour faire le pilotage au travers de Azure, soit le kubectl tout à fait classique. Ces clusters Kubernetes, aujourd'hui alors c'est en preview aujourd'hui, cette fonctionnalité, sont limités à 8 nœuds physiques par cluster AKS sur Stack HCI. Et sur la partie réseau, on va fournir de base des composants, donc des ingress controllers, en gros des solutions de reverse proxy, soit de type HAProxy, donc c'est ce qu'on va fournir de base dans ces clusters AKS sur Stack HCI. Donc HAProxy, c'est la même solution qui est utilisée notamment dans OpenShift. Et puis vous pouvez venir également avec votre propre load balancer niveau 7. Ça reste du Kubernetes derrière. Pour la partie purement networking, soit on va utiliser un plugin de type Flannel, soit du Calico, en fonction de ses envies sur ce cluster Azure Stack AKS sur Azure Stack HCI. La roadmap est publique, là encore, elle est sur le GitHub, et donc vous pouvez voir tout ce qui va arriver derrière. Donc vous voyez que par exemple prochainement, on pourra avoir 16 nœuds versus 8 aujourd'hui. C'est planifié en tout cas. Et puis voilà, il y a pas mal de choses qui sont actuellement. Je vous laisserai voir tout ça. Je mettrai le lien vers cette mind map cliquable dans la description de la vidéo. Combien ça va coûter ça? On va faire, quand ce sera en JA, donc payant, on fera payer par vCPU de worker node, donc sur les clusters, on va dire applicatifs, là où il y aura vos applications, c'est cela qu'on fera payer, et on fera payer au vCPU derrière, et donc tout ça va remonter directement dans la facture d'Azure. L'idée, ça devrait être à peu près, là encore ça pourra varier en fonction probablement des régions, mais l'idée pour l'instant c'est de faire payer 1,33$ par vCPU et par jour. Faites votre multiplication, donc ça nous fait une quarantaine d'euros à peu près par mois par vCPU, et puis après vous multipliez par le nombre.
Euh, Deuxième workload pré-packagé entre guillemets qui va pouvoir venir s'installer sur l'Azure Stack HCI, au-delà de simplement des VM, c'est Azure Virtual Desktop for Azure Stack HCI. Donc ça, c'est très récent également, c'est en preview. Ça a été annoncé mi-novembre 2021. Et donc là, l'idée, en fait, c'est de faire de l'Azure Virtual Desktop, qui est aujourd'hui une solution 100% cloud, 100% dans Azure, où en gros, on a un contrôle plane et on a des machines virtuelles qui vont faire tourner les environnements de virtualisation sur lesquels les clients vont pouvoir se connecter. Donc ça peut être soit des serveurs de terminaux base Windows Server, soit des sessions avec des postes clients, Windows 10 ou Windows 11. Et aujourd'hui, l'Azure Virtual Desktop est 100% dans Azure, cette solution de VDI. Là, on va pouvoir en gros bénéficier du contrôle plane côté Azure et de dire les systèmes d'exploitation qui vont tourner, donc les systèmes sur lesquels vont se connecter les clients pour faire leur bureau à distance, seront instanciés du coup sur l'Azure Stack HCI, donc potentiellement à demeure dans le data center ou le data center d'un hébergeur. Et donc les images qu'on va proposer pour faire cette solution vraiment hybride pour le coup, donc ce sera du Windows 10 Entreprise ou du 11 Entreprise, 2019 ou 2022 côté serveur, et on va supporter également dans cet environnement-là, et ça c'est particulier, les Virtual Desktop multisessions pour du Windows 10 Entreprise et du Windows 11. Voilà. Le pricing derrière, eh bien là, il y aura le coût de l'infrastructure, c'est-à-dire le coût de votre matériel qui va servir à Azure Stack HCI, plus derrière les coûts liés au service Azure Hybrid Service. Donc là, on va faire payer à l'actif CPU. Et ensuite, il y aura le droit d'usage classique lié à Azure Virtual Desktop qui va dépendre après des modes de licensing que vous allez utiliser. C'est en preview aujourd'hui, comme l'Azure Stack HCI, mais vous comprenez à voir un petit peu le scénario d'Azure Stack HCI. On essaie de packager de plus en plus de choses pour rendre la chose la plus hybride. Donc ici, on va simplifier effectivement tout le déploiement d'architecture de type Virtual Desktop en ayant le control plane 100% en mode cloud, et d'avoir que qu'on va dire ce qui va tourner le data plane, les VM des utilisateurs dans le data center. Et côté AKS, en gros, on simplifie le déploiement et le maintien en condition opérationnelle de ces clusters. Ce qui me permet d'arriver sur la partie le prix, combien coûte Azure Stack HCI. Donc il y a le coût effectivement du hardware, donc là à voir avec le partenaire matériel en fonction de la puissance que vous avez choisie. Et après sur la partie software, on ne va pas payer en fait de licence sur l'OS en tant que tel. On ne va pas acheter la licence, on va acheter le droit de l'utiliser, donc on va le payer comme un service, et donc ce sera à hauteur de 10 $ par corps et par mois. Donc vous prenez le nombre de corps qu'il y a sur l'ensemble de votre cluster. Si ça tourne 24/7, ça coûtera 10 $ par corps par mois. Si ça tourne moins, ce sera à hauteur de ce que ça tourne. Et donc tout ça va remonter directement dans votre facture Azure. Point important, et ça c'est bien pour pouvoir tester la solution, les 60 premiers jours sont gratuits. Donc vous pouvez tout à fait télécharger l'ISO d'Azure Stack HCI, l'OS, prendre votre propre matériel si vous avez du matériel disponible ou prendre du nouveau matériel, installer dessus l'Azure Stack HCI OS, le joindre, donc finir la procédure de création du cluster et l'association à l'abonnement Azure et ne pas payer pendant 60 jours. Point important, on n'inclut pas, ça c'est important, on n'inclut pas le coût de la licence des VM qui vont tourner sur l'Azure Stack HCI. Donc si c'est des VM Linux sans licence, parfait. Si c'est des VM Windows ou Red Hat ou SUSE, attention à bien couvrir la licence. En ce qui concerne les licences Windows, donc vous pouvez venir avec une licence Data Center, vous pouvez utiliser de l'hybride Benefit. Et puis vous avez une option intéressante qui a été annoncée très récemment, qui est actuellement en preview. Ce sera la possibilité en gros de louer ces licences Windows Server. Donc c'est en public preview depuis c'est assez récent vu que ça date du mois de décembre 2021, le 14 pour être plus précis. Et donc pour l'instant c'est gratuit tant que c'est en preview. Et quand ce sera en generally available, l'offre va coûter 23,60 $ par cœur physique par mois. Et ça vous permettra d'avoir un nombre illimité de Windows Server Guest au-dessus. Donc là, ça peut vous éviter d'avoir à acheter une licence Data Center et de payer vraiment à l'usage. Donc du coup, vous aurez toujours les dernières licences de Windows et ce sera vraiment à l'usage. Et donc plus vous aurez des nœuds entre guillemets puissants, plus vous pourrez mettre de licences derrière pour un coût de 23 $ par licence par cœur physique. Voilà. Dernière chose, effectivement, les services additionnels.
Donc ça va concerner effectivement, si vous faites de l'AKS, il y aura des coûts supplémentaires liés à AKS. Si vous faites de l'Azure Virtual Desktop, des services également liés, d'ailleurs je vais mettre une flèche tout de suite, liés également à la facturation d'Azure Virtual Desktop. Et puis si vous utilisez la partie monitoring, eh bien effectivement, vous aurez des frais liés à la gestion des logs du monitoring dans Azure Log Analytics Workspace. Et si vous utilisez donc du Arc, effectivement, derrière, on aura deux choses qui vont activer le Arc. Donc le Arc qui va faire le enable host, qui vous permettra effectivement de voir le monitoring. Et une deuxième ressource aujourd'hui dont on n'a pas le prix parce qu'elle est en preview, qui s'appelle le Azure Resource Bridge. Et le Azure Arc Resource Bridge va permettre de faire quelque chose de très très intéressant. Ça va vous permettre en fait de gérer vos machines virtuelles qui sont dans l'Azure Stack HCI directement depuis le portail d'Azure. Donc ça c'est nouveau, donc vous allez pouvoir provisionner en gros des nouvelles machines qui vont tourner sur l'Azure Stack HCI directement depuis le portail d'Azure. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir créer des VM, les démarrer, les arrêter, leur mettre des tags, leur ajouter des interfaces réseau, des disques, changer la mémoire, tout ça depuis le portail d'Azure. Et donc on va utiliser pour cela effectivement une ressource particulière qui s'appellera un Azure Resource Bridge, qui sera en gros une appliance virtuelle, qui sera l'interface finalement entre Azure Stack HCI et Azure pour le portail. Voilà. Donc les opérations, je les ai détaillées tout à l'heure. Et puis cette machine virtuelle, parce qu'elle sera disponible sur la forme de machine virtuelle, embarquera techniquement derrière en fait un Kubernetes, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais du coup, on disposera également de galeries d'images, c'est-à-dire que depuis le portail d'Azure, vous direz je veux créer une nouvelle machine virtuelle sur mon Azure Stack HCI avec un Windows Server, un Ubuntu ou autre. Et donc en gros, on va simplifier vraiment le process de management. Et du coup, par la suite, on aura également accès aux API. Et donc on pourra également en ligne de commande avec les outils Azure CLI directement créer des ressources sur de l'Azure Stack HCI au travers justement de cette fameuse Arc Appliance qui s'appelle désormais le Azure Arc Resource Bridge qui est actuellement en preview depuis décembre 2021. On vient de terminer ce petit tour, cette brève introduction à Azure Stack HCI. Là encore, je me répète, je mets le lien vers la mind map, la carte heuristique, directement dans la description. Elle sera cliquable et vous aurez les différents liens derrière si vous voulez explorer un petit peu plus tout ça. Mais sachez effectivement que Azure Stack HCI devient une bonne option en remplacement des vieilles infrastructures de virtualisation que vous pouvez avoir dans vos data centers, en amenant un côté très hybride et un côté qui a de plus en plus de services à valeur ajoutée qui sont amenés dessus, et également des nouveaux vecteurs d'achat, passer d'un mode CAPEX à un mode d'OPEX. Le tout avec de l'outillage finalement que vous connaissez, qui est juste un peu mieux packagé que ce qu'on pouvait connaître à l'origine. N'hésitez pas sinon à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche là-haut qui vous notifiera qu'il y aura des nouvelles vidéos. Et puis je vous remercie et à bientôt.